On y est. Maintenant, c'est sur on Bon, the record. Tu peux partager l'écran en plus. bon, alors là, tout le monde est là? Euh, Pas nécessairement tout le monde, mais ils arrivent. On peut continuer à jaser encore 5 minutes en enregistrement pour être sûr que tout le monde est là, mais il y a beaucoup de monde qui est déjà là. Bon, ben, écoute, on peut commencer, c'est quand vous voulez. OK, vas-y, vas-y. Bon, ben, alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation. À propos, j'ai combien de temps là? C'est souple. Tu as officiellement 45 minutes, mais ensuite c'est censé de devenir discussion. Mais Parfait. tu permets des interruptions, ça peut continuer 1 heure et quart, 1 heure et demie même. Si tu permets. Bon, ben, écoute, regardez, j'ai une présentation en 4 sections. Oui. Donc, à la fin de chaque section, s'il y a des questions de clarification, là, parce qu'il y en a toujours, bon, ben, on peut prendre un certain temps pour y répondre. Et puis, mais j'aimerais bien me rendre à la 4e section. Donc, je vais peut-être prendre 1 ou 2 questions là, à la fin, s'il y en a. Et ensuite, ben, on pourra continuer. Et puis, Parfait. à la fin, on gardera un temps plus long pour la discussion. Excellent. Et tu es le maître de tout ça. Tu peux interrompre ton partage d'écran pour voir les têtes. Est-ce que je peux demander à ceux qui assistent de au moins montrer leur tête 1 minute maintenant pour démontrer que vous êtes vraiment là? Vous voyez que ça s'allume petit à petit. Ah, Salut. Bonjour à tout le la monde. mienne ne marche pas. Désolée. OK, une question. Est-ce qu'il y a des anglophones qui ne vont pas comprendre ça en français? Si vous êtes vraiment anglophone, vous n'avez pas compris ma question, mais ça sera une conférence en français. D'accord, alors je te cède le volant, cher. Très bien. Alors, s'il y a des anglophones qui comprennent, mais qui ont plus de difficulté à s'exprimer, n'hésitez pas à intervenir en anglais, mais ça va se passer en français, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais partager mon écran. On va passer à la présentation. Bon, j'espère que vous voyez. Attendez, je lance la présentation. Donc, je l'ai intitulé Le web sémantique pour l'ingénierie des environnements numériques d'apprentissage. Vous allez voir le cycle IENA revenir de temps à autre. Donc, je me présente, Gilbert Paquette, je suis professeur émérite à la Téléuniversité. J'ai toujours un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire d'ingénierie cognitive et éducative, où on travaille beaucoup la modélisation des connaissances. On a développé des logiciels, des méthodes. On a fait plusieurs projets d'application depuis une vingtaine d'années. Donc, j'avance. Donc, je vais vous faire une présentation en 4 temps. Donc, en premier, assez brièvement, de quoi il s'agit? C'est quoi une méthode d'ingénierie pédagogique? On en a développé une qui s'appelle la MISA. On est en train de la revoir et je vais vous parler aussi des taxonomies dans MISA parce que les taxonomies, ben, on est en train de les transformer en ontologie, d'où la 2e section des taxonomies aux ontologies. Et 2 exemples d'ontologie qu'on a développés dans mon laboratoire, une ontologie pour les compétences, pour décrire les compétences, pas seulement pour l'ingénierie pédagogique, d'ailleurs, ça peut servir en gestion des compétences, en gestion, dans les sciences de la gestion notamment. Et puis l'autre qui est une ontologie des scénarios pédagogiques qui, elle, est au cœur de ce qu'on appelle les technologies éducatives. Donc, tout ça s'est développé à travers des ouvrages. Donc, vous en voyez 4 à l'écran. Les 2 premiers, modélisation des connaissances et des compétences, l'ingénierie pédagogique, ça date d'une vingtaine d'années, là, au tout début, 2002.
Ensuite, j'ai fait une publication aux États-Unis, Instructional Engineering in Network Environments. Et plus récemment, en 2010, Visual Knowledge Modeling for Semantic Web Technology. Là, on est de plus en plus dans l'ingénierie cognitive et le web sémantique. Donc, premier point, les méthodes d'INA, c'est quoi? Ben, une méthode d'INA, une méthode d'ingénierie pédagogique, sert à produire des environnements numériques d'apprentissage. Donc, vous voyez un peu, qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Là, c'est un modèle d'un de nos logiciels qui s'appelle Gémeaux. Vous allez voir plusieurs types de modèles de ce genre-là. Là. Alors, ici, c'est procédural, là, c'est conceptuel, et là, c'est stratégique. C'est des théories, des principes. Alors, il y a des théories d'enseignement qui ont été développées en technologie éducative, qui alimentent la méthode, qui guident la méthode, si vous voulez. La méthode se déploie à travers 5 processus: analyse, design, développement, implantation, évaluation des environnements numériques d'apprentissage, qui sont parfois appelés environnements informatisés pour l'apprentissage humain, surtout en France. Ce sont des types d'environnements d'apprentissage, parce qu'on peut avoir des environnements d'apprentissage pour l'enseignement en présence, des systèmes d'apprentissage, des dispositifs d'apprentissage, tout ça, ce sont des synonymes. Et les environnements numériques d'apprentissage sont des intrants au processus d'apprentissage et d'enseignement qui sont mobilisés par les apprenants et les facilitateurs, enseignants, tuteurs. Nous, à l'atelier université, on partage le travail avec les tuteurs, nous, les professeurs. Alors, c'est là que l'environnement numérique d'apprentissage est utilisé. Donc, moi, je me concentre là-dessus et je vous présente le cycle de vie d'un environnement numérique d'apprentissage. Alors, au cœur, on a une plateforme numérique, on a des outils de conception, des outils de production de ressources pédagogiques, tout ce qu'on veut, et des méthodes pour organiser tout ça, des méthodes d'ingénierie des environnements numériques d'apprentissage. Alors, cette plateforme, ces outils, ces méthodes sont des intrants aux 4 grands processus du cycle de vie d'un ELA. Donc, il faut en faire l'ingénierie d'abord. Donc, le concepteur pédagogique, là, c'est un premier rôle. Le concepteur pédagogique élabore les plans et devis de l'environnement numérique d'apprentissage. Ensuite, c'est passé à des spécialistes médias. Ben, parfois, c'est le concepteur pédagogique qui se transforme en spécialiste de médias. C'est des rôles théoriques qui peuvent être assumés par la même personne. Ceux-ci le réalisent. Ensuite, on obtient un site web, des ressources numériques qui sont intégrées. C'est passé en diffusion, en implantation. Les apprenants, tuteurs, enseignants utilisent. Ensuite, il y a une rétroaction de la diffusion qui est fournie à un processus maintenance qualité. Là, il y a un autre rôle de gestionnaire de l'ENA qui évalue ce qui s'est passé à chaque implantation de l'environnement numérique d'apprentissage. Et ensuite, il y a des requis de revision qui recommencent un nouveau cycle, puisque des requis de revision sont passés à un concepteur pédagogique qui va modifier les plans et devis, et ainsi de suite. Alors, c'est ainsi qu'on fonctionne à l'atelier université, soit dit en passant, et de plus en plus dans les universités campus. Bon, alors, là, je concentre sur qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie des environnements numériques d'apprentissage. Alors, c'est une méthode systémique qui hérite du design pédagogique en sciences d'éducation, du génie logiciel, parce qu'un environnement numérique d'apprentissage, c'est un cas particulier de logiciel. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui font des méthodes ou qui font des sites web de formation sans
sans tenir compte des principes du design pédagogique et sans tenir compte de certaines méthodes de génie logiciel. Et puis, troisièmement, du génie cognitif ou de l'ingénierie des connaissances, si on veut, ou de la modélisation des connaissances, où on fabrique des modèles de connaissances, où on fabrique des ontologies, notamment. Et c'est en intégrant tout ça dans une méthode pédagogique qu'on a élaboré la méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage que voici dans toute sa splendeur. Donc, c'est une méthode qu'on a qualifiée d'ingénierie. Pourquoi ingénierie? Parce que il s'agit de la description d'acteurs réalisant des processus, MISA, composés de tâches interreliées, chacune utilisant des éléments de documentation et produisant d'autres éléments de documentation. Alors, par exemple, vous avez, la méthode est organisée par phase, donc définition des requis, une analyse préliminaire, une architecture de l'environnement numérique d'apprentissage. Ensuite, on passe au devis détaillé, on passe à la phase de validation et on prépare la diffusion de l'environnement. Ça veut dire l'implanter dans les infrastructures d'une organisation d'enseignement ou dans un environnement personnel d'apprentissage où chaque apprenant est chez lui, là, peu importe le modèle de diffusion. Donc, c'est une méthode générale, donc qui est relativement complexe, mais lorsqu'on a un projet particulier d'environnement numérique d'apprentissage, on va sélectionner certaines tâches dans ces tâches numérotées. Là, il y a 36 tâches et les tâches sont classifiées selon 4 axes. L'axe cognitif, qui porte sur les connaissances qui vont être traitées dans l'environnement numérique d'apprentissage et les compétences qu'on veut y développer. L'axe pédagogique, qui sont les moyens par lesquels cela va se faire, c'est-à-dire des scénarios pédagogiques, des activités pédagogiques, des ressources qu'on va mettre à la disposition des apprenants. L'axe médiatique, qui là consiste à produire les ressources, à préparer les ressources qui vont être intégrées dans les scénarios pédagogiques. Et puis finalement, l'axe logistique où on va se donner des choix de diffusion. Est-ce qu'on veut faire un enseignement totalement à distance, en présence, un enseignement mixte, un enseignement où les gens vont travailler chez soi ou encore où vont se trouver en classe, ou vont participer à des visites scientifiques dans des laboratoires ou dans peu importe. Alors, tout ça, c'est dans l'axe logistique. Comment les scénarios, autrement dit, vont se concrétiser. J'ai mis en caractère grand là où les ontologies peuvent servir. C'est-à-dire, on peut se servir d'ontologie pour développer des connaissances. Dans un domaine donné, on veut faire un cours en médecine, on veut faire un cours en ingénierie pédagogique, on veut faire un cours peu importe. Ensuite, on va, une fois qu'on a défini les connaissances du domaine, on va les répartir dans des unités d'apprentissage à l'axe suivant, là, en phase 3. En phase 4, on va les associer aux différentes ressources pédagogiques. Alors, on a un texte qui couvre telle partie de la matière, on a une vidéo qui couvre telle autre partie, on a un site web qui couvre telle autre partie. On demande aux étudiants d'examiner ces choses-là dans l'axe pédagogique. Et dans l'axe pédagogique, là, c'est un processus. Alors, le scénario est un processus dans lequel un apprenant, ou seul ou en équipe, va utiliser des ressources. Et puis, si on a un site web à produire, ben, ce serait bien de pouvoir en modéliser la structure. Donc, on va faire un modèle de connaissance ou une ontologie, dépendant du type de ressources qu'on veut produire. Même chose pour le modèle de diffusion. On va décrire comment va se dérouler les choses sur le terrain, dans la réalité,
de l'implantation du système. Alors, vous voyez, il y a des termes familiers là-dedans qui réfèrent au génie logiciel, là, pour ceux qui en font parmi vous. Et on s'est inspiré beaucoup de ça. Et les méthodes d'ingénierie logicielle fonctionnent aussi par éléments de documentation. Maintenant, ces éléments de documentation-là sont reliés. Alors, j'ai mis en évidence l'élément 212, là, qui est construire le modèle de connaissances qui va être traité par l'environnement numérique d'apprentissage et par les étudiants et leurs professeurs. Alors, je montre ici ce même élément de documentation. Alors, chacun des éléments de documentation a été élaboré comme ceci. Alors, il y a une tâche qui le produit. Alors, voici, c'est la tâche 2.2. Celle-ci utilise des intrants, les objectifs de formation, les publics cibles, les ressources documentaires. Ça a été fait avant dans d'autres éléments de documentation. On va s'inspirer de ça pour décider des orientations aussi du modèle de connaissance qu'on va avoir choisi. Est-ce que la matière exige un modèle conceptuel, un modèle procédural, un modèle de processus, l'élaboration d'une théorie, de quel type de modèle il s'agit? Donc, on a fait une typologie de modèle de connaissance et ici, on va en choisir un. Et si c'est un modèle procédural, lorsqu'on va réaliser le modèle, ça va prendre la forme d'enchaînement de procédures guidées par des règles de décision et un peu tout ça. Une fois que le modèle est construit, là, il va servir dans d'autres activités, d'autres éléments de documentation, notamment pour élaborer le scénario pédagogique. Il va servir aussi pour définir les compétences visées par le cours ou par l'environnement numérique d'apprentissage. Et lorsqu'on choisit le tableau des compétences, là, les compétences vont nous indiquer les secteurs du modèle de connaissance qu'il va falloir développer davantage. Je n'entre pas dans les détails parce que ça pourrait être très, très long. Donc, ça vous donne une idée de la méthode. Et dans cette méthode-là, on a développé des taxonomies. Donc, dans l'axe cognitif, on a des types de modèles. On a une typologie des modèles de connaissance. Alors, modèles conceptuels, différents types, modèles procéduraux. Les habiletés, on va en parler un peu plus tantôt. Dans l'axe pédagogique, on a des réseaux d'événements, des types de scénarios, des types d'activités, des types de ressources, des modes de collaboration, des modes d'évaluation, des principes et des règles d'évaluation. Dans l'axe médiatique, on a des principes de regroupement des composantes médias, on a des façons de regrouper les éléments médiatiques, etc. Dans le modèle de diffusion, des types d'outils, des types de services de communication qui vont devoir être en place lorsqu'on va diffuser l'environnement numérique d'apprentissage, et ainsi de suite. Alors, il y a 16 taxonomies implantées dans la méthode comme ça, puis qui servent aux différentes tâches selon celles que vous avez choisies. Alors, ces taxonomies-là ont été implantées à travers les 20 années là, où on a développé la méthode MISA, soit dans un système de gabarit, Word, Excel, lorsqu'on ne dispose pas d'un atelier informatisé. Un peu plus tard, on a fait un atelier qui s'appelle ADISA, donc ça s'intégrait dans les écrans d'ADISA. Autrement dit, imaginez un logiciel où on vous dit, maintenant, vous devez choisir votre modèle de connaissance. Là, évidemment, la page du logiciel vous offre un menu. Vous allez pouvoir choisir quel type de modèle vous voulez développer. Et on a refait cet atelier dans un logiciel plus récent qui s'appelle Telos, dont je vais reparler un peu aussi. Voici un exemple de taxonomie, donc une taxonomie des habiletés.
Alors, des habiletés qui sont des habiletés de recevoir, reproduire, produire, créer, autogérer. Et vous allez retrouver un peu tout ça. C'est des processus cognitifs, si on veut, qui sont au cœur de ce qu'on pourrait appeler la compétence. Alors, vous allez accepter sans doute que c'est plus facile d'appliquer une méthode de recherche sur un site web que de la synthétiser, que de la développer. Alors, quand on passe de porter attention, intégrer, instancier, transposer, appliquer, analyser, réparer, on monte dans des compétences de plus en plus exigeantes qui vont guider la modélisation des connaissances et la scénarisation pédagogique. Alors, par exemple, la taxonomie des habiletés, si on est dans un système de support à l'ingénierie pédagogique par gabarit, ben, on va offrir les choix ici et ensuite le concepteur pédagogique va choisir laquelle va lui permettre. Est-ce que telle connaissance, ben, on veut que les gens soient capables de la synthétiser ou de la réparer ou simplement de l'identifier ou simplement de l'appliquer. Dans Telos, on offre un outil interactif, donc un éditeur de compétences, où on choisit d'abord la connaissance à laquelle l'habileté va s'appliquer. Ici, on a un menu pour choisir l'habileté. Ici, on a des niveaux de performance et tout ça va permettre d'écrire la compétence. Dans ce cas-ci, on a choisi dans un modèle du système solaire une connaissance qui s'appelle identifier la période orbitale d'un astre. Et ici, c'est le niveau explicité ou identifié. Et on énonce la compétence comme ceci. Et ça va nous donner un profil de compétence. Au niveau des scénarios pédagogiques, il y a la structure, la macrostructure, si on veut. Ça peut être tout simplement un répertoire. On vous offre une série de modules. Vous choisissez dans l'ordre que vous voulez. Ou encore, on les place en série. On les met par ordonnancement. Ou encore, on les met en ramifié. Ici, vous avez un choix après le premier. Vous pouvez prendre celui-là ou celui-là. Ensuite, continuer. On peut les mettre en grappe, donc en hiérarchie, ou tout simplement en toile, en hyperlien. Ça, c'est la structure globale de l'environnement d'apprentissage. Et ensuite, on va choisir pour chacune des unités un des scénarios de cette taxonomie-là, ici. On a 5 catégories de scénarios. Et tout ça. Donc, ça vous donne une idée des... Alors ici, je fais un arrêt parce que je commence à avoir soif. Si vous avez des questions à date, ou peut-être est-ce trop d'informations en même temps, je ne sais pas. Est-ce qu'on arrête l'échange pendant les questions? Oui. OK. Si vous avez une question, montrez votre tête et levez votre main. Si vous êtes content, restez dans l'obscurité. D'accord, allez-y, Gilbert, on peut continuer. Ça va, on continue? Oui. Très bien. Alors, je repartage l'écran. Voilà. Alors là, le travail qu'on a commencé à faire, et on est en train d'élaborer un nouveau bouquin, là, puis des publications là-dessus qui sont commencées, certaines. Donc, on va transformer la méthode pour l'intégrer davantage dans l'informatique cognitive et dans le web sémantique. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est de passer des taxonomies, je vous en ai montré quelques-unes, aux ontologies. Suis-je gelé? Ah non, ça va. Donc, évidemment, là, je réfère à un schéma que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute. Là. Il y a différents systèmes de représentation des connaissances. Alors, jusqu'à maintenant, dans la
méthode MISA traditionnelle, ben, on était dans les glossaires, les listes, les typologies, certains modèles relationnels. On était à ce niveau-là. Et là, on a intégré dans la méthode MISA des cartes de connaissances pour décrire les connaissances d'un environnement d'apprentissage. Et maintenant, on veut passer aux ontologies. Donc, d'autre part, notre modélisateur de connaissances, notre modélisateur graphique, est passé lui aussi en plusieurs étapes et maintenant, il permet de produire des modèles RDFS, OWL, qui sont traduits dans les formats XML, ce qui permet à des logiciels de les utiliser. Alors, jusqu'à maintenant, les modèles de connaissances qui étaient intégrés dans MISA étaient plutôt des modèles relationnels qui se traduisaient en XML et qu'on réutilisait dans les ateliers de support aux concepteurs pédagogiques. Alors, voilà ce qu'on a commencé à faire. Pour ça, ben, on regarde évidemment sur le web. Il y a plein de vocabulaire d'ontologie. Alors, je vous ai mis ici le site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Linked Open Vocabularies. Il y a 723 vocabulaires là-dedans qui prennent la forme, la plupart d'entre eux, là, de documents de définition, d'ontologie, RDFS ou OWL, ou parfois une combinaison des deux. Et on y retrouve des vocabulaires pour décrire les ressources par métadonnées, des vocabulaires de discipline, dans une terminologie en biologie, médecine, géographie, informatique, il y en a une ou plusieurs là-dedans. D'autres qui concernent qui pourraient servir dans des opérations d'ingénierie pédagogique. Je pense en particulier au vocabulaire SIOC, qui décrit par exemple la collaboration à travers des forums. Alors souvent, on met ça dans les environnements numériques d'apprentissage. Il va y avoir des forums où les gens peuvent échanger entre eux. Ou encore, on va vouloir construire des jeux sérieux. Ben, il y a une ontologie des jeux sérieux dans ce Linked Open Vocabulary, et ainsi de suite. Alors, donc, pour une méthode d'ingénierie pédagogique, à quoi peuvent servir les ontologies? Ben, ils peuvent servir sur deux plans. D'abord, le premier plan, c'est nous fournir un modèle de domaine de connaissances. Alors, je veux faire un cours en informatique, ben, pourquoi pas prendre l'ontologie qui a été développée par l'ACM, par exemple, qui décrit tout le contenu, toute la terminologie informatique. Jusqu'à maintenant, on les fabriquait à l'aide de notre logiciel de modélisation, modélisation par objet typé, Mo, Gmo, Mo+. On a 3 versions du logiciel. On les construisait nous-mêmes. Maintenant, on va avoir tendance à les rechercher sur le web et à les réutiliser. Et aussi à intégrer nos modèles de connaissances d'un domaine, du domaine de l'ENA, de choisir en fonction de ces interrelations avec d'autres ontologies. C'est-à-dire l'ontologie qu'on va mettre dans un cours, ce serait important qu'elle soit reliée avec d'autres ontologies qui existent, qui ont été créées par d'autres, de façon à ce que si les étudiants veulent en savoir plus, ils vont pouvoir s'interrelier sur le web de données ouvertes et liées, sur le web sémantique. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est des modèles de composantes de la méthode. Alors, est-ce qu'il y en a certains là-dedans qui pourraient remplacer les taxonomies ou les vocabulaires utilisés dans les intrants des tâches d'ingénierie pédagogique, qui vont servir, qui vont remplacer les gabarits, les outils, que ce soit pour l'axe cognitif, l'axe pédagogique, l'axe médiatique ou l'axe de diffusion? Alors là, j'en arrive au point où je vais vous donner 2 exemples.
Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine d'arrêter à ce point-ci. Je n'ai pas dit grand-chose à date, mais plutôt une orientation de nos travaux. Alors, je vais vous donner deux exemples, c'est pour toi. à moins que vous vouliez poser des questions. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? OK, je crois qu'on peut continuer. On peut continuer. J'en avais une minute. Rapidement. En liant ce que vous faites avec les ontologies de Linked Open Web telles comme FOF et Choc et ça, est-ce que vous avez essayé à un certain point d'intégrer une ontologie fondamentale comme Dolce ou Dolce Ultralight ou quelque chose comme ça? Et si oui, comment ça fait une correspondance entre ces ontologies plus communes dans le web sémantique et ces ontologies fondamentales? Oui. C'est-à-dire que je pense pas je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller à ce niveau-là. Je sais qu'on a besoin de lier nos ontologies aux différentes ontologies de base, là, OWL, RDFS, SCOS. Ça m'apparaît important pour interrelier les ontologies. On est plus dans cette préoccupation-là pour le moment. Mais je ne dis pas qu'on ne devrait pas y arriver et que ça ne pourrait pas être intéressant qu'il y ait des gens qui décident, dans une thèse de doctorat, par exemple, d'aller dans cette direction-là. Nous, on n'y est pas allé encore. Pour être miséricordieux aux naïfs comme moi, est-ce que tu pourrais me dire la différence entre une taxonomie et une ontologie? Ah ben oui, la taxonomie, c'est très simple. C'est une ontologie hiérarchique, tout simplement, qui dit les concepts de la taxonomie sont organisés par lien de spécialisation. Donc, il ne s'agit pas de taxonomie versus ontologie, mais il y a des sortes d'ontologie, dont la taxonomie. Oui, souvent les gens utilisent le terme ontologie légère. Ce qu'ils veulent dire à ce moment-là, c'est une taxonomie, tout simplement. Ah, très bien. D'autres questions? Alors, on continue. Merci beaucoup, Gilbert. On y revient. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner un exemple d'une ontologie des scénarios pédagogiques qui est assez élaborée à date. Alors, là, ce que vous avez à l'écran, c'est je pourrais entrer dans le logiciel Gémeaux là, qui modélise l'ontologie, mais essentiellement, c'est je vais plutôt l'expliquer à partir de cette page ici. Donc, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Bon, alors, on décrit un réseau d'associations ici, où vous avez, les concepts sont présentés par des rectangles et vous avez les liens qui sont ici. Donc, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Un scénario pédagogique a des acteurs, a des activités, contient des ressources, implémente une stratégie cognitive, implémente une stratégie pédagogique, peut présenter un ou plusieurs modes de collaboration, un mode de diffusion, un mode d'évaluation. Il y a des critères de réutilisabilité du scénario. Est-ce que c'est un scénario réutilisable pour d'autres cas publics cibles, par exemple, et ainsi de suite. En jaune, ce que vous avez, c'est des liens à d'autres ontologies. Alors, par exemple, ici, vous avez scénario pédagogique. C'est une sorte de ce que Dublin Core appelle Method of Instruction. Ou encore ici, acteur de scénario, c'est ce que encore Dublin Core appelle agent. Ce que Friend of a Friend, qui est une autre ontologie, appelle aussi agent.
Ici, on les appelle acteurs du scénario parce que ça a un sens plus précis. Le lien S qui est entre les deux, c'est un lien de spécialisation. Donc, acteur de scénario, c'est une sorte d'agent, selon Dublin Core, c'est une sorte d'agent selon Friend of a Friend, selon le MLR, qui est une ontologie pour les environnements d'apprentissage. Ressources pédagogiques, eux, ils appellent ça ressources d'apprentissage. Unité de formation, c'est souvent une sorte de curriculum. Le public cible de l'environnement d'apprentissage, donc le scénario pédagogique a des destinataires qui est un public cible, ben, c'est ce que MLR appelle une audience. Bon, maintenant, ce que vous voyez ici dans les coins, là, ça veut dire que chacun de ces concepts-là est développé dans une sous-ontologie ou un sous-modèle, si vous voulez, qui décrit plus précisément ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie pédagogique? Qu'est-ce que c'est qu'un mode de diffusion? Qu'est-ce que c'est qu'un format de scénario? Ben là, encore là, il y a des concepts, il y a des propriétés qui relient les concepts, comme dans toute ontologie, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, si on prend les taxonomies des scénarios que j'ai affichées tout à l'heure, ben, dans cette ontologie-là, ça va se présenter comme ceci. C'est-à-dire, si on descend un peu plus profond, un scénario pédagogique aura une structure qui peut être un répertoire, une séquence, une ramification ou une toile. Donc, vous voyez, on reprend certains des modes de scénario. Là. Et on a ajouté un autre élément. Le scénario pédagogique peut prendre un format. Alors, ça peut être tout simplement une narration libre. Un prof qui est en classe et qui est en train de présenter son plan de cours, dans le fond, puis dire « Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. » Ça peut être aussi bête que ça. Et puis, un plan de cours qui est affiché à l'écran, ça peut être un schéma graphique qu'on présente, ça peut être un site web, ça peut être un didacticiel, ça peut être un manifeste SCORM. Ça, c'est des manifestes CMSLD. Ça, c'est des termes qui ont été développés pour standardiser un peu la présentation des scénarios pédagogiques. Alors, SCORM, c'est un standard de scénarisation pédagogique et MSLD également. Alors, vous voyez un peu ça. Pour les scénarios pédagogiques, un scénario pédagogique a aussi une stratégie. Alors, vous voyez, on reprend les 5 procédés ici. Ça peut être une stratégie par réception. Alors, on fait une présentation, les gens écoutent. Ça peut être une stratégie tutorielle ou par guidage, tutoriel linéaire, ramifié. Ça peut être une stratégie par analogie ou par étude de cas, simulation, jeu, une stratégie d'induction, une stratégie de construction. Donc, vous voyez que la stratégie pédagogique, dans un atelier d'ingénierie pédagogique, ça va se présenter par, ben là, vous devez choisir votre stratégie pédagogique. On vous offre tous peut-être un menu sur deux niveaux qui va vous permettre d'en choisir l'une d'entre elles. Si vous avez choisi étude de cas, ben là, vous allez avoir plus d'informations issues de l'ontologie qui va vous dire ce que c'est qu'une étude de cas, qu'est-ce que ça doit comporter et un peu tout ça. On avait aussi une taxonomie, on a toujours une taxonomie d'activités et de ressources. Alors, dans la taxonomie d'activités, vous avez, c'est des sortes d'activités, si on veut. Ça peut être des activités où l'apprenant produit quelque chose, des activités d'exécution. On vous demande d'exécuter un processus, des activités de collaboration, métacognition, consultation, perception, motivation. Tout ça est
est décrit par des exemples. Ici, on donne toutes sortes d'exemples. Ça, c'est dans la méthode, là. Et puis, on a des types de ressources. Alors, des exposés, des tableaux, des gabarits, des diagrammes, des représentations d'objets, des représentations de situations. Tout ça a été catégorisé dans la méthode. Alors, dans l'ontologie de scénario, ben, ça va... attendez, je suis revenu en arrière, je vais avancer. Là. Ça va se retrouver ici. Donc, le scénario pédagogique a des activités. L'activité pédagogique a un type d'activité. Et parmi les types d'activités, ben, on a celle-là. Donc, on a intégré, si on veut, la taxonomie dans une ontologie plus large où l'activité est vue comme un élément composant le scénario pédagogique. Alors, même chose pour les ressources. Alors, les ressources ont un format média, ont un type de ressources également. Donc, on réintègre nos technologies, nos taxonomies, pardon, dans l'ontologie. Alors, on peut peut-être arrêter un peu ici. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des têtes. On est déjà rendu au 4e module. Très bien. C'est ça. Alors, allons-y. Oui. Alors, voici une autre ontologie qui est beaucoup plus avancée que celle-là. C'est une ontologie pour décrire les compétences. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a depuis longtemps là, une méthode pour décrire les compétences. Pour nous, une compétence, la base est ici, là. Qu'est-ce qu'une compétence? Ben, c'est une habileté générique appliquée à des connaissances avec un certain niveau de performance. Je vous donne un exemple. Vous avez un problème d'automobile, vous êtes en train d'apprendre la mécanique automobile. Donc, vous devez développer une compétence de diagnostic des problèmes de malfonctionnement du système électrique au point où vous êtes capable de réparer votre automobile, pas nécessairement toutes les automobiles du monde, mais la vôtre. Mettons, vous avez une Volvo, tiens. Alors, vous allez devoir être capable d'appliquer une compétence, une habileté de diagnostic. Donc, c'est une generic skill, une habileté générique. Vous allez devoir l'appliquer au système électrique de votre automobile. Donc, il serait probablement utile de pouvoir décrire tout ce système électrique, comment il se compose, donc en faire un modèle de connaissance. Et c'est à partir de ce modèle de connaissance que vous allez établir le diagnostic, vous allez tester, je ne sais pas, l'émission, etc., là, tous les sous-systèmes électriques. Et à un certain niveau de performance, jusqu'à ce que vous ayez détecté où se trouve le malfonctionnement, mais pas nécessairement de toutes les automobiles, mais de votre catégorie d'automobiles. Alors, voilà une compétence. Alors, une compétence, c'est diagnostiquer le système électrique d'automobile de ma Volvo pour une marque d'automobile. Une compétence plus élaborée, c'est pour toutes les marques d'automobiles. Une compétence plus élevée, c'est non seulement diagnostiquer, mais être capable de réparer le malfonctionnement du système. Alors là, c'est une autre compétence beaucoup plus élaborée. C'est peut-être celle-là que vous voulez voir atteindre par les étudiants qui vont s'impliquer dans votre environnement numérique d'apprentissage. Alors, que dit ici cette ontologie? D'abord, elle va se déployer sur 5 niveaux. La première ontologie qu'on avait faite, tout était dans le même niveau.
Maintenant, on l'a mis sur 5 niveaux parce que les gens n'ont pas besoin de tous les niveaux, dépendant de ce qu'ils veulent faire avec le profil de compétences. Alors, ici, donc la compétence a une partie connaissance qui va être choisie dans un concept scheme de SCORS. Donc, dans l'ontologie SCORS, on va choisir, on va décrire l'ontologie de domaine. Donc, ça peut être le système électrique d'une automobile, ça peut être des pathologies en médecine dans un domaine, parce que je veux faire un cours en médecine, ou ça peut être des concepts d'ingénierie logicielle, parce que je veux faire un cours d'informatique. Alors, donc, une compétence a une partie connaissance. Mais si vous arrêtez là, si vous ne dites pas à quel niveau d'habileté, vous n'avez pas vraiment encore défini ce que c'est qu'une compétence. Vous avez simplement identifié les connaissances que vous voulez traiter. Alors, si je reprends mon exemple de l'automobile, ben, est-ce que je veux être capable de simplement reconnaître les parties du système électrique de mon automobile? Est-ce que je vais être capable de reconnaître, de diagnostiquer les parties qui ne fonctionnent pas? Est-ce que je vais être capable de les réparer? C'est différents niveaux d'habileté que je vais choisir dans une Scores Order Collection qui peut être une taxonomie comme celle qui est déjà dans MISA. Mais il y a d'autres chercheurs qui ont développé d'autres taxonomies des habiletés génériques. Et cette habileté générique, elle va avoir un rang du plus simple au plus exigeant, donc d'identifier, diagnostiquer, réparer. Et ça peut être une habileté générique du domaine cognitif, affectif, social, psychomoteur. Ce sont des catégories qu'on identifie en sciences de l'éducation. Et ensuite, je vais regarder à quel niveau cette habileté générique, à quel niveau de performance la compétence doit être réalisée. Pour ça, on va aller dans un sous-modèle que je vais présenter tantôt. Alors, voilà l'essentiel. Toutes les compétences, une à une, sont définies comme ça et peuvent être ordonnées par des plus simples aux plus complexes. Donc, par des liens Scores Broader Transitive, par exemple. Et puis, vont se retrouver dans un référentiel de compétences. Donc, ce qu'on appelle des profils de compétences. Par exemple, on avait, nous, regardé chez DMR, qui est une compagnie informatique, ils avaient développé un référentiel de compétences, qui étaient les compétences que leurs informaticiens devaient présenter. Et chacune des compétences était décrite par des phrases en langue française. Alors, ce qu'on appelait des statements. Alors, une compétence peut être décrite par une phrase en langue française, Natural Language Statement. Mais nous, on a trouvé important pour l'ingénierie pédagogique de pouvoir décomposer ces phrases-là en connaissances, compétences, niveau de performance traité. Et à ce moment-là, on a une description structurelle. On n'est pas obligé d'utiliser tout ça, mais l'ontologie le permet. Et ensuite, chaque compétence a son identifiant, peut être mise dans un numéro de catalogue si on a un référentiel de compétences qui a été développé. Bon, alors ça, c'est le modèle, l'ontologie principale, l'ontologie de base. Si vous n'avez pas
fait ce travail-là ici, vous n'avez pas vraiment développé encore une compétence et un profil de compétence. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous pouvez être un peu plus précis en termes du niveau de performance que la compétence doit présenter. À ce moment-là, on va aller au deuxième niveau. Et après, on va donner un peu plus d'informations au niveau 3, au niveau 4, et finalement, on va avoir une partie de l'ontologie qui va s'intéresser à la structure des référentiels de compétences. Alors, je passe au point suivant. Alors, le niveau 2, le niveau de performance, bien, là, vous avez une compétence qui, pour le moment, est décrite par diagnostiquer le système électrique d'une automobile. Est-ce que je vais pouvoir le faire pour tous les systèmes? C'est-à-dire, ça, c'est l'ampleur, le scope. Est-ce que je vais pouvoir le faire? On met l'étudiant au test, si on veut. Ça concerne la partie de compétence qui est testée en termes de performance. Donc, je lui donne 2-3 exemples de systèmes électriques et est-ce qu'il a réussi tout le temps ou seulement en partie? Est-ce que ces systèmes électriques étaient sur des automobiles différents? Quelle est l'ampleur? Est-ce qu'ils ont fait le travail de façon autonome ou ils avaient besoin d'être assistés? Est-ce que le système était complexe? Est-ce que c'était tout le système électrique ou seulement une petite partie, l'ignition, par exemple, de l'automobile? Est-ce que le contexte d'études était varié dans l'exercice du diagnostic du système électrique? Alors, en combinant ces différents éléments-là, on va pouvoir déterminer un niveau de performance et une classe de performance qui pourrait être, ben voici, cet étudiant est un débutant, il est intermédiaire, il est avancé ou c'est un expert, c'est-à-dire il réussit tous ces critères-là. Donc, il se situe sur une échelle de performance qui a une description, qui a une valeur minimale ou maximale. Donc, il va être à un niveau 10 ou à un niveau 5 ou à un niveau 3 ou à un niveau 1. S'il est à un niveau 1, ben, je vais être classé comme débutant et ainsi de suite. Alors, ça, c'est l'ontologie de niveau 2 qui permet d'ajouter de la précision à la compétence en ajoutant le niveau de performance. Ensuite, je vais passer au niveau 3. Donc, je vais me servir de mon profil de compétence ou de ma description de compétence. Ça peut être juste une compétence que j'essaie d'élaborer. Que j'ai fait le niveau 2 ou non, je vais regarder, je vais associer les compétences aux acteurs, aux ressources et aux activités d'un scénario pédagogique ou tout simplement d'un scénario où on veut évaluer un nouveau mécanicien qui veut s'intégrer dans mon garage là, pour faire le diagnostic des automobiles. Et je vais vouloir lui associer une compétence actuelle. Donc, parmi les compétences avec leur niveau de performance et tout ça, je vais l'évaluer et je vais lui associer à l'acteur, qui est une personne, là, selon l'ontologie FOF, je vais lui associer une compétence. Je vais associer une compétence aux ressources et aux activités aussi, soit des compétences prérequises ou des compétences visées. Alors, une ressource,
c'est dans l'ontologie fausse, ça s'appelle un document, et une activité, dans le Dublin Core, ça s'appelle un événement. Alors, là, je vais pouvoir prendre un scénario pédagogique et puis, aux éléments les plus importants, je vais leur associer des compétences. Alors, vous voyez qu'on est proche d'une utilité de personnalisation, en ce sens que si j'ai un acteur qui a une compétence actuelle en deçà de la compétence requise pour utiliser une ressource, on va lui recommander une autre. Mais s'il a la compétence requise, on va peut-être la lui recommander pour pouvoir atteindre la compétence visée par cette ressource. Sa compétence, cette ressource va lui permettre de faire évoluer sa compétence. Alors, la compétence, lorsqu'elle est évaluée, pour dire qu'un acteur a une compétence actuelle, ben, ça prend une évidence. Alors, est-ce qu'il a passé un test? Ben, s'il a passé un test, on va lui dire oui, il a cette compétence actuelle parce qu'il a passé tel test. Il a réussi tel cours préalable, ou peu importe. Alors, voilà ce à quoi sert le troisième niveau. Le quatrième niveau de l'ontologie consiste à construire un modèle de l'usager, un modèle de l'acteur. Donc, et ça va être inséré éventuellement, ça peut être inséré dans un portfolio. Donc, si j'ai mon étudiant qui a passé le test d'évaluation du diagnostic des systèmes électriques et qu'il l'a passé à un niveau intermédiaire, ben, c'est sa compétence actuelle. Alors, j'ai l'identifiant de la compétence. Je vais assigner par l'ontologie un niveau de confiance. Je vais lui associer une évidence. Donc, avec un niveau de confiance, je vais dire qu'il a été évalué, que sa compétence est soit approuvée par un acteur, ça peut être, on appelle ça des batchs, possiblement, peut avoir produit une ressource. Alors, il est compétent parce qu'il a produit un diagnostic de l'auto avec succès, ou tout simplement, il a réalisé l'activité et il a répondu aux critères requis par l'activité. Alors, tout ça, ce sont des évidences qui vont être placées dans un enregistrement d'évidences associées et qui démontrent en quelque sorte la compétence actuelle. Alors, tout ceci, évidemment, va servir au niveau de l'évaluation de l'usager et va être logé dans un portfolio numérique qui décrit les compétences de l'usager. Alors, ça aussi, ça va servir, c'est ce qu'on fait dans les tutoriels intelligents, par exemple, ce qu'on fait dans les systèmes conseillers, les systèmes de recommandation pédagogique qui vont recommander à partir du portfolio d'un étudiant telle ou telle ressource, telle ou telle activité plutôt que telle autre, grâce aux associations qui ont été faites au niveau 3. Le dernier niveau, c'est pour les institutions qui voudraient partager des portfolios de compétences d'une institution à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel de compétences? Ben, ils peuvent être organisés par différents liens d'alignement. Ça contient un certain nombre de compétences. Ça a été créé à une certaine date. Il y a une adresse, on les trouve à telle adresse. Quel est le statut? Est-ce que c'est complété, c'est partiel?
quelle est la source, quel est le sujet, ça porte sur quel domaine, quel type de public cible cela concerne. Et il y a toute une autre ontologie qui s'appelle ASN, ASN Standard Document, qui est une classe de référentiel qui a été élaborée dans le but de faire en sorte que les différents systèmes d'éducation des États américains puissent partager leur profil de compétences des étudiants, de façon à ce que si un étudiant déménage d'un État à l'autre, on puisse comparer la façon dont ces compétences ont été décrites dans l'État A, que l'État B puisse s'en servir et les transférer dans son propre système de représentation des compétences. Donc, favoriser l'interopérabilité des profils de compétences. Alors, vous voyez que c'est un usage particulier qui n'est pas nécessairement requis si vous êtes en train de faire un petit environnement numérique d'apprentissage pour des étudiants qui sont en train d'apprendre la mécanique automobile. Alors, on n'aura pas besoin de tout ça. On va probablement arrêter peut-être même au premier niveau et certainement au niveau d'associer des évidences aux compétences des étudiants qui suivent le cours. Alors, ici, je vous indique quelle application on a fait d'une ontologie comme celle-là. C'était une ontologie préliminaire, elle n'était pas aussi élaborée que celle-là. Elle couvrait les niveaux 1, 2, 3. Bon, alors, on a fait des exemples d'environnement d'apprentissage qui ont été développés par le système Telos, qui a été développé dans mon laboratoire. Dans un environnement numérique d'apprentissage, on a un modèle usager initial qui est logé dans un portfolio. Ça peut être aussi simple, dans les exemples qu'on a faits, c'était aussi simple que ça, un test d'évaluation des compétences. Alors, on a des compétences visées par l'environnement d'apprentissage. Donc, on pose dans le test d'évaluation des questions concernant les compétences visées par l'environnement numérique d'apprentissage. Ça, c'est le portfolio initial, si on veut. Ensuite, dans le scénario d'apprentissage, on insère des agents informatiques aux différentes activités. Alors, par exemple, je reprends mon exemple de diagnostic d'automobile. Alors, une activité où on diagnostique une partie du système électrique d'une automobile. Alors, dans le scénario qui est présent, qui est dans le devis là, du scénario, on ajoute un agent au point d'insertion. Qu'est-ce que fait cet agent? Il va comparer les compétences d'un apprenant qui entreprend cette activité du scénario et on va lui donner accès seulement s'il a les compétences prérequises. Donc, à l'activité, on a associé par l'ontologie niveau 3, on a associé des compétences prérequises et des compétences visées. La compétence préalable, ou compétence prérequise, on va lui donner accès à l'activité s'il a la compétence préalable. Donc, on compare la compétence de l'activité avec celle qui résulte du test initial. Ensuite, si l'activité est réussie, là, on va ajouter la compétence au modèle usager. Donc, le portfolio va s'ajuster en fonction de la compétence visée qui était associée à l'activité. Donc, le portfolio évolue.
Il y a divers types d'évidence d'acquisition, évidemment, comme on voit dans l'ontologie. Ça peut être tout simplement une attestation par un professeur, ça peut être il a réussi l'activité, ça peut être il a consulté une ressource et a réussi à l'utiliser. Il y a différents types d'évidence d'acquisition. Tout ceci est logé dans le scénario. Et puis finalement, on va intégrer les nouvelles compétences au portfolio et on va s'en servir éventuellement pour personnaliser les prochaines activités ou les prochaines ressources qui vont être proposées à l'apprenant. Alors, voici comment ça a été implanté dans Telos. Alors, on a ici fait un exemple avec les propriétés des planètes du système solaire. On a importé, on a édité dans ce cas-ci une ontologie. On s'est servi de l'éditeur de compétences pour développer un profil de compétences. Ensuite, on s'est servi du profil de compétences pour référencer les ressources dans le gestionnaire de ressources, référencer les acteurs qui apparaissent dans le scénario. Tout ceci est derrière la scène. Là. Les étudiants ne voient pas cela. Là. C'est dans la conception de l'environnement d'apprentissage. Lorsque l'étudiant va progresser dans l'environnement d'apprentissage, les agents vont pouvoir comparer les compétences. Donc, tel étudiant, tel acteur, tel étudiant qui a appris telle ressource, qui a fait telle ressource, va... attendez un peu, j'ai cliqué trop vite. Va voir, l'agent informatique va pouvoir comparer les compétences et donner un diagnostic. Et ensuite, ceci va intégrer dans le portfolio. Alors, vous voyez à peu près les interfaces là, qui sont tous des interfaces dans Telos et qui permettent de créer un scénario, un environnement numérique d'apprentissage interactif avec les étudiants qui tient compte de leur évolution dans le profil de compétences. Alors voilà le genre d'application qu'on peut faire avec ces ontologies, à la fois l'ontologie des compétences et l'ontologie des scénarios. L'ontologie des scénarios qui est en cours de développement. Celle-ci est à peu près développée. L'ontologie des compétences a fait l'objet d'une publication qui est actuellement en évaluation. Alors, voilà où on en est. Alors, je termine sur les grandes lignes d'un programme de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Alors, premièrement, faire l'inventaire des ontologies utiles et réutilisables pour l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie des environnements numériques d'apprentissage, qui sont disponibles sur le web de données liées, le web de données ouvertes et liées, le web sémantique. Restructurer les typologies MISA sous forme d'ontologie et les intégrer s'il y a lieu avec celles du web de données liées. Alors, comme vous voyez, dans certains exemples que j'ai donnés, ben, on liait certains termes des ontologies que nous sommes à développer avec des ontologies existantes sur le web déjà. Publier certaines ontologies, donc compétences, scénarios, collaboration, comme vocabulaire, par exemple dans le Link Open Vocabularies, pour que d'autres puissent s'en servir. Ensuite, remodéliser la méthode INA renouvelée, comme on avait fait pour la méthode MISA. La méthode MISA se présente comme un gigantesque modèle procédural qui a été développé dans un modélisateur de connaissances Gémeaux, mais là, on va vouloir le développer en y intégrant les ontologies.
Donc, les processus de MISA vont être intégrés par l'éditeur de scénario Gémeaux. Les fonctions dans l'éditeur RDFS, on va documenter les scénarios, etc. Donc, il y a tout un travail là, de reconfiguration de la méthode d'ingénierie pédagogique. On va vouloir l'assouplir aussi, la rendre inspirée davantage des méthodes agiles de génie logiciel, parce que la méthode est trop lourde à manipuler actuellement, on s'en est aperçu. Alors, on a un peu tout ça à faire. Alors voilà, je termine là-dessus. Merci Gilbert. Peux-tu peut-être Oui, départager? voilà. Et puis, ce que je propose, je vais d'abord voir s'il y a des questions urgentes à poser tout de suite. Et sinon, je propose une pause de 3-4 minutes parce que le conférencier a parlé longtemps et vous avez écouté longtemps. Dans cette pause-là, préparez vos questions très intelligentes. La façon de profiter le maximum d'une conférence comme ça, c'est en interagissant et non pas juste avalant passivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions immédiates? Je reviens. Ah, d'accord. Alors, pas de questions immédiates. On prend une pause de 3-4 minutes et vous revenez, tout le monde. Allumé en plus. Merci. On a pris une pause, Gilbert. On revient en 2-3 minutes, d'accord? Alors, je crois qu'on peut commencer avec les questions. S'il vous plaît, allumez-vous pour ne pas poser des questions anonymes. Bienvenue à... Ici François Louis. Est-ce que c'est possible de poser une question? Monsieur Paquette, je suis étudiant à TLUC depuis longtemps, puis j'ai travaillé depuis quelques années avec la MISA, puis avec GMO+, entre autres, je veux savoir si les nouveaux outils vont être disponibles lorsqu'ils vont être complétés. Bon, d'abord, je ne sais pas si vous avez utilisé la nouvelle version du modélisateur de connaissances qui s'appelle Gémeaux. Non. Ah, d'accord. Alors, dans Gémeaux, il y a, on l'appelle maintenant un multi-éditeur parce qu'il y a 5 niveaux de modélisation des connaissances. Alors, il y a un niveau informel qui existait dans les versions précédentes où les liens ne sont pas typés. Donc, c'est des modèles entité-relation où vous inscrivez, vous êtes libre d'inscrire les noms que vous voulez sur les liens. Oui. Le deuxième niveau, on le qualifie de semi-formel. C'est là, il y a 6 types de connaissances, 3 types de connaissances abstraites, concepts, procédures, principes, et 3 types de faits et 6 types de liens. Donc, tout le modèle est typé, donc il se traduit
en fichiers XML qui peuvent être utilisés par la suite par des logiciels. Okay. C'est pour ça qu'on l'appelle semi-formel. Il y a encore un peu d'ambiguïté dans les modèles. Donc, ce ne sont pas des modèles formels. Ensuite, on a ajouté 3 types de modèles formels. Un modèle pour les scénarios pédagogiques. Dans le fond, c'est un modèle de programmation visuelle qui est exécutable. Donc, les scénarios peuvent être réalisés là-dedans et ensuite exécutés dans un logiciel comme Telos. Ensuite, on a un modèle, un éditeur RDF, RDFS, qui, lui, développe une version un peu plus légère des ontologies, mais qui est formelle également et qui respecte la définition des schémas RDFS. Et puis, finalement, on a un éditeur OWL qui respecte l'Ontology Web Language, qui permet là aussi de créer des ontologies. Alors, ce logiciel-là, il est disponible actuellement et il est utilisé. L'éditeur OWL, on est en train d'en développer un nouveau. Et là, je fais ça en collaboration avec... en fait, c'est Michel Léon qui a entrepris ce travail-là. Michel Léon qui est à l'UQAM et qui a fait son doctorat avec moi. Et Michel est en train de reprogrammer l'éditeur d'ontologie qui va être beaucoup plus performant que celui qu'il y a dans Gémeaux actuellement. Ça va prendre un certain temps. Mettons 2-3 ans là, avant qu'on puisse dire on le rend disponible là, avec suffisamment de protection du consommateur. Alors voilà, on en est. Pour la méthode MISA, ça va être beaucoup plus long parce que vous voyez un peu l'idée du programme de recherche, là, c'est quelques années. Ce que j'espère, c'est qu'il y a parmi les gens qui assistent à la présentation, certains étudiants de doctorat qui vont avoir le goût d'y travailler et peut-être même de faire une thèse de doctorat là-dedans ou d'autres. Et donc, ça va accélérer les travaux. Et pour le moment, on est plus en train de faire l'inventaire de tous les changements parce que la méthode MISA date déjà là, presque 20 ans, une quinzaine d'années, où elle s'est stabilisée vraiment. Là, puis elle a été utilisée dans plusieurs projets d'ingénierie pédagogique. Et évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 15 ans. Il y a beaucoup de choses à changer. Et c'est l'objet du bouquin qu'on est en train d'élaborer en équipe au laboratoire. Très bien. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Passons à la deuxième question. Je me demandais en quel langage de programmation vous avez fait Telos et aussi cet éditeur d'ontologie que vous venez de mentionner. Bon, c'est principalement en Java. Donc, c'est du Java. C'est des technologies assez standards, assez répandues. C'est du Java, essentiellement. Vous avez juste la bibliothèque OWL de Java ou est-ce qu'il y a un framework de quelque sorte que vous employez? Oui. Et juste pour ajouter à ça, l'éditeur que vous êtes en train de développer, ça va être différent, par exemple, protégé ou est-ce que c'est plus lié au projet de l'ontologie que vous venez de parler? Bon, l'éditeur d'ontologie qu'on est en train de développer avec, c'est Michel Léon là, qui le développe essentiellement, c'est développé dans le cadre du framework Eclipse. Alors, on utilise Eclipse, on utilise une librairie, attendez, le nom m'échappe là. Le problème, moi j'ai un problème avec les identifiants là, mais essentiellement, c'est une librairie assez répandue de formes géométriques parce que c'est un éditeur graphique. Hein, tous les modèles vont être visuels.
c'est des modèles visuels. On a deux communications qui ont été soumises au Semantic Web Journal. Si vous allez sur le site de Semantic Web Journal, ce site-là permet de consulter les communications qui sont en évaluation. Donc, vous pouvez aller les voir. Donc, on a deux articles. Il y en a un qui fait une synthèse des outils visuels pour les ontologies et l'autre qui est une description préliminaire de GOWL, qui est le nom que va porter le nouvel éditeur d'ontologie. Et là, vous avez une description de la syntaxe visuelle et une idée générale des outils qui vont être utilisés pour son développement. Soit dit en passant que Google a démoli notre mémoire pour l'identifiant depuis des décennies maintenant. Le cerveau est tel que s'il y a moyen d'avoir un mot sans devoir se casser la tête, c'est inutile de se casser la tête. Il faut passer à Google. Oui, ben voilà. C'est un outil de technologie à l'externe. Oui, oui. D'autres questions? En fait, je l'ai sur mon appareil aussi. Il faudrait tout simplement que je quitte. C'est ça. Quitter. Non, mais je veux dire la présentation qui prenait toute la place. Et... Non, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais dire que la raison pour laquelle vous ne trouvez pas les identifiants, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de Google. Oui, c'est ça, vous avez raison. D'autres questions? Sinon, on a pas mal épuisé le temps qui est disponible. Je vous donne 30 secondes de grâce. Et sinon, je vais remercier Gilbert Paquette d'un excellent exposé palpitant. Ah, quand même. Vas-y, Elisabeth. Non, je crois que ça a été extrêmement clair, extrêmement bien présenté. Alors, je voulais juste dire bravo, merci pour la présentation, tout simplement. Je n'ai pas de questions. Oui. J'ai beaucoup de notes. Très bien. Ben, écoutez, moi, je demeure disponible si vous voulez interagir plus avant. Alors, il faudrait peut-être, je ne sais pas comment on peut me rejoindre là. Si on m'écrit, s'il y en a qui veulent communiquer en direct avec M. Paquette, écrivez-moi. Oui, je pense que je vais mettre aussi ma présentation sur le site. On pourrait ça sera déjà fait, Gilbert. Oui? Puisque c'est enregistré, ça va bon, pas. Ben à ce moment-là, vous avez les adresses de mes sites web et vous saurez comment me rejoindre si vous voulez qu'on interagisse plus avant. Très bien. Est-ce que ça apparaissait sur sur ton dernier slide? Sinon, partage encore, mets-le parce que ça va paraître sur l'enregistrement aussi. Oui. Bon, attends, je vais le mettre. Entre-temps, je vais dire que la prochaine conférence sera sur la robotique cognitive et interactive. Donc, ça ne sera pas juste les documents sur le web, mais les actions dans le monde. Et ça sera présenté par Rachid Alami du Centre Robotics and Interactions à Paris. Est-ce que tu as réussi à partager là? Non, ben, ça va aller. Alors, écoutez, c'est assez facile. Là, c'est paquette.gilbert ou gilbert.paquette, en commercial, tluc.ca. Parfait. Ça peut être listef.ca aussi. Tout ça est bon. Là. Alors, tout ça, c'est sur l'enregistrement que je vais maintenant couper.